La petite fille ne parlait pas, ne pleurait pas, ne demandait rien. Sophie l'a trouvée devant les portes de l'église Saint-Michel, par un matin glacial d'hiver, enveloppée dans une couverture usée, avec un billet chiffonné serré dans sa petite main. Le billet disait simplement « Prenez soin d'elle, je n'y arrive pas ». Aucun nom, aucune explication. Juste une enfant d'environ 5 ans, avec d'immenses yeux marrons qui semblèrent contenir trop de secrets, pour quelqu'un d'aussi petite. Sophie a appelé la police, a contacté l'assistance sociale. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais pendant qu'elle attendait, quelque chose s'est produit qui allait changer sa vie à jamais. La petite fille, qui n'avait pas prononcé un seul mot depuis qu'elle avait été trouvée, a regardé Sophie et a souri. Un sourire minuscule, presque imperceptible, mais chargé de quelque chose que Sophie ne parvenait pas à expliquer. Une reconnaissance, comme si l'enfant la connaissait, comme si elle l'attendait. Si vous avez déjà ressenti une connexion instantanée avec quelqu'un, comme si vous le connaissiez d'une autre vie, cette vidéo va changer tout ce que vous pensez de la nature des âmes. Sophie Dubois avait 29 ans et travaillait comme gouvernante au manoir de Valois depuis 2 ans. C'était un bon emploi, un salaire correct, un patron absent la plupart du temps. Antoine de Valois, héritier d'un empire hôtelier, vivait seul dans cet immense manoir et interagissait rarement avec le personnel. On disait de lui qu'il était froid, distant, qu'il s'était renfermé sur lui-même après une série de relations ratées et la découverte qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Sophie n'avait jamais échangé plus de quelques mots formels avec lui en 2 ans. Mais ce matin-là, lorsque l'assistance sociale a dit qu'il faudrait au moins 1 semaine pour traiter la situation de l'enfant abandonné, Sophie a pris une décision impulsive. « Je peux m'en occuper », dit-elle, « temporairement, jusqu'à ce que vous trouviez les parents ou une famille d'accueil. » Les travailleurs sociaux ont hésité. Ce n'était pas la procédure standard. Mais la petite fille, qui avait rejeté tout contact humain depuis qu'elle avait été trouvée, tenait la main de Sophie avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petite, comme si elle ne voulait pas la lâcher, comme si elle avait peur de perdre quelque chose de précieux. « Très bien », concéda l'assistante sociale, « 1 semaine. Mais nous avons besoin d'une adresse fixe et de vérification d'antécédents. » Sophie donna l'adresse du manoir de Valois. Son appartement était trop petit, et de toute façon, elle passait le plus clair de son temps là-bas. Peut-être pourrait-elle aménager une chambre à l'arrière pour la petite, ce à quoi elle ne s'attendait pas. C'était la réaction d'Antoine de Valois. « Vous avez amené une enfant dans ma maison, » dit-il, lorsqu'il la croisa dans le couloir cet après-midi-là. Ce n'était pas une question, c'était une constatation, chargée de quelque chose que Sophie ne parvenait pas à identifier. « Je suis désolé, monsieur, c'est temporaire. 1 semaine au maximum. » Elle a été abandonnée et je ne pouvais pas simplement. Sophie s'arrêta de parler, parce qu'Antoine ne la regardait pas. Il regardait la petite fille, et sur son visage, il y avait une expression qu'elle n'avait jamais vue en 2 ans de travail. De la douleur, une douleur ancienne et profonde, qui semblait avoir été déterrée sans prévenir. « Quel est son nom ?» demanda-t-il. Sa voix était rauque. « Nous ne savons pas. Elle ne parle pas. Depuis qu'elle a été trouvée, elle n'a pas dit un mot. » Antoine s'accroupit, se mit à la hauteur de la petite fille, la regarda dans ses yeux marrons, comme s'il cherchait quelque chose, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose d'impossible. Et alors, c'est arrivé. La petite fille, qui n'avait pas parlé depuis des semaines selon le billet, qui n'avait rien dit à la police, aux travailleurs sociaux, à Sophie, ouvrit la bouche et prononça un mot. « Papa !» Sophie sentit son sang se glacer. Antoine chancela en arrière, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Et la petite fille continua de le regarder avec ses immenses yeux, attendant une réponse qui transcendait toute logique. « Quoi ?» murmura Antoine. « Qu'est-ce que tu as dit ?» La petite fille tendit ses petits bras vers lui. « Papa, tu as mis du temps à me trouver. » Antoine de Valois, l'homme froid et distant qui parlait à peine à ses employés, fit quelque chose que personne n'attendait. Il tomba à genoux, serra la petite fille dans ses bras et commença à pleurer comme si quelque chose à l'intérieur de lui avait finalement craqué.
ou finalement été réparée. Sophie assista à la scène sans pouvoir bouger, sans pouvoir comprendre ce qu'elle voyait. Une enfant qui n'avait jamais vu Antoine de sa vie, l'appelant papa, et Antoine, réagissant comme si cela avait tout son sens. « Monsieur de Valois, tenta-t-elle, je ne comprends pas. Vous connaissez cet enfant ?» Antoine releva le visage. Des larmes coulèrent librement, et lorsqu'il répondit, sa voix avait une qualité différente, une certitude qui ne devrait pas exister. « Pas dans cette vie, dit-il, pas dans cette vie. » Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Pas dans cette vie. » Qu'est-ce que cela signifiait? La petite fille était toujours dans les bras d'Antoine. Mais maintenant, ses yeux s'étaient tournés vers Sophie, et il y avait en eux la même expression de reconnaissance, la même certitude impossible. « Maman, » dit la petite fille, « tu as mis du temps toi aussi. Si vous avez eu des frissons, commentez « frissons », parce que ce qui va suivre va vous laisser sans voix. » Sophie fit un pas en arrière. Son cœur battait la chamade. Son esprit tentait de trouver une explication rationnelle à ce qui se passait. « Je ne suis pas ta mère, dit-elle. » Sa voix tremblait. « Je t'ai trouvé ce matin, à l'église. Tu ne me connais pas. » La petite fille inclina la tête. Un geste qui semblait trop vieux pour une enfant de 5 ans. « Je te connais depuis longtemps, maman. J'attendais juste que tu me trouves. » Antoine se leva, tenant toujours la main de la petite fille. Et lorsqu'il regarda Sophie, il y avait quelque chose dans ses yeux qui lui donna envie de fuir, et en même temps, de rester. « J'ai des rêves, dit-il, depuis que je suis tout petit. Des rêves avec une femme et un enfant. Toujours la même femme, toujours le même enfant. Et dans le rêve, je sais que ce sont les miennes, ma femme, ma fille, mais quand je me réveille, elles n'existent pas, pas dans cette vie. » Sophie déglutit difficilement. C'était de la folie, de la pure folie. Les gens ne reconnaissaient pas des familles de vie passée. Les enfants ne se souvenaient pas de parents qu'ils n'avaient jamais eus. Ce n'était pas possible. Mais alors, pourquoi avait-elle aussi ces rêves? Des rêves qui la hantaient depuis l'enfance. Des rêves avec une vieille maison, avec un homme qui l'aimait, avec une petite fille aux yeux marrons qu'elle berçait pour l'endormir. Et à la fin des rêves, toujours la même scène, la petite fille malade, la fièvre qui ne tombait pas, les pleurs qui diminuaient jusqu'à s'arrêter. Sophie n'avait jamais raconté ses rêves à personne. Elle pensait qu'ils étaient juste le produit d'une imagination fertile. Elle pensait qu'ils ne signifiaient rien. Mais maintenant, en regardant la petite fille qui l'appelait « maman », en regardant Antoine qui pleurait comme s'il avait trouvé quelque chose de perdu depuis des siècles, elle commença à douter. « Comment tu t'appelles » demanda Sophie à la petite fille. Sa voix, un murmure. La fillette sourit. Un sourire, plein de sagesse, au-delà de ce qu'une enfant de 5 ans devrait posséder. « Iris, je m'appelle Iris. C'est toi qui as choisi ce prénom pour moi, parce que je suis née une nuit de pleine lune. Tu disais toujours que j'étais ta lumière dans l'obscurité. » Antoine laissa échapper un son étranger. Sophie se tourna vers lui. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Les rêves, dit-il. Dans les rêves. La petite fille s'appelle Iris. Je ne l'avais jamais dit à personne. Comment elle le sait? Parce que j'étais là, répondit simplement Iris. Je me souviens de tout. Je me souviens de notre maison. Je me souviens du jardin où tu m'apprenais à planter des fleurs, papa. Je me souviens des chansons que tu chantais pour m'endormir, maman. Je me souviens de tout. » Sophie sentit ses jambes flancher. Elle dut s'appuyer contre le mur. « Ce n'est pas possible, » dit-elle. « Tu as 5 ans. Tu ne peux pas te souvenir de choses qui ne se sont jamais produites. »« Elles se sont produites, » dit Iris. « Seulement, c'était il y a longtemps. Avant que je naisse dans ce corps, avant que vous naissiez dans ces corps. Mais c'était nous. C'était nous. Et j'ai promis que j'allais vous retrouver. » Antoine regarda Sophie, dans ses yeux. Une question qui n'avait pas besoin d'être prononcée à voix haute. « Tu le sens aussi, n'est-ce pas? Tu sais aussi que c'est la vérité ?» Sophie voulait nier. Elle voulait dire que c'était de la folie,
que les enfants inventaient des histoires, qu'il n'existait pas de vies antérieures, d'âmes sœurs, de familles qui se retrouvaient à travers les siècles, mais elle n'y parvint pas, parce qu'au fond, dans un endroit qu'elle n'avait jamais permis à personne de voir, elle savait. Elle savait que cette petite fille était sienne. Elle savait que cet homme était sien. Elle savait qu'ils avaient été une famille avant et que la mort les avait séparés, jusqu'à maintenant. La suite de cette histoire contient des révélations qui vont vous faire remettre en question tout ce que vous croyez sur la vie, la mort et l'amour qui transcendent les deux. Si vous n'êtes pas prêt à pleurer, il vaut mieux vous arrêter ici. Dans les jours qui suivirent, Iris commença à parler davantage, beaucoup plus, comme si un barrage avait été ouvert après des années de silence. Mais ce qu'elle disait n'était pas ce qu'on attendrait d'une enfant de 5 ans. Elle décrivait des lieux qu'elle n'avait jamais visités dans cette vie. Une maison avec des murs blancs et des volets vert amande, un jardin avec des rosiers, une fontaine en pierre au centre de la cour où les oiseaux venaient de se désaltérer. Antoine écoutait chaque description avec le visage de plus en plus pâle, parce qu'il connaissait ces lieux, des rêves, des mêmes rêves qu'il avait depuis l'enfance. Elle décrivit aussi des personnes, le boulanger du village, la dame qui vendait de la dentelle sur la place, le curé de l'église Saint-Michel qui avait une cicatrice au menton suite à une chute dans sa jeunesse. Des détails qu'une enfant de 5 ans ne pourrait pas inventer. Des détails qui semblaient devenir d'un autre temps, d'une autre vie. Et alors, Iris commença à dessiner. Sophie lui donna du papier et des crayons de couleur, s'attendant à ce qu'elle fasse des dessins normaux d'enfants, des fleurs, des maisons, des familles de bonshommes allumettes. Mais Iris dessina quelque chose de différent. Elle dessina 3 personnages devant une maison. Un homme grand aux cheveux bruns, une femme aux cheveux longs, et une petite fille entre eux, tenant la main des deux. La maison était la même qu'elle avait décrite, murs blancs, volets vert amande, rosiers en arrière-plan, et les visages des personnages, aussi simples que soient les traits enfantins, étaient inconfondables. Antoine, Sophie et Iris elle-même. Ça, c'est le jour où tu m'as acheté la nouvelle robe, expliqua Iris en pointant le dessin. La robe rose avec des marguerites. Je l'adorais, cette robe. Je l'ai portée jusqu'à ce que je sois malade. Sophie sentit des larmes couler sur son visage, sans permission. Malade? Iris hocha la tête. Son petit visage devint sérieux. La fièvre est arrivée. Beaucoup de gens dans le village sont tombés malades. J'ai été l'une des premières. Vous vous êtes occupé de moi jour et nuit, mais la fièvre ne partait pas. Et je suis devenue de plus en plus faible, jusqu'à ce qu'un jour, je me sois endormie et que je ne me sois plus réveillée. Elle dit cela avec un calme qui ne devrait pas être possible, comme si elle décrivait quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre. D'une certaine manière, c'était le cas. Antoine était de dos, regardant par la fenêtre. Ses épaules tremblaient. « Et après ?» demanda Sophie, même en sachant qu'elle ne devrait pas demander, même en sachant que la réponse allait la détruire. Que s'est-il passé après? Vous étiez très triste, dit Iris. Vous avez beaucoup pleuré, et vous êtes tombé malade aussi, parce que vous vous êtes occupé de moi jusqu'à la fin. La même fièvre qui m'a emporté vous a emporté aussi. Elle fit une pause, regarda Antoine, puis Sophie. Mais avant que je ne m'endorme pour toujours, nous avons fait une promesse. Vous avez tenu ma main et vous avez dit que vous alliez me retrouver. Dans une autre vie, dans un autre temps. Peu importe combien de temps cela prendrait. Vous avez promis que vous n'alliez jamais m'oublier. Et toi, murmura Sophie, qu'as-tu promis? Iris sourit. Le sourire le plus pur que Sophie ait jamais vu. J'ai promis que j'allais vous retrouver en premier, que j'allais me souvenir de tout, que j'allais attendre le temps qu'il faudrait, et que, quand nous nous retrouverions, j'allais vous appeler papa et maman, pour que vous sachiez que c'était moi, pour que vous sachiez que la promesse a été tenue. Antoine se retourna. Son visage était inondé de larmes. 200 ans, dit-il. Sa voix n'était qu'un fil. Tu as attendu 200 ans. J'attendrai plus,
répondit Iris. « J'attendrai toujours, parce que vous êtes mes parents, dans toutes les vies, pour toujours. » Croyez-vous aux vies antérieures après avoir entendu cette histoire? Il est impossible de ne pas envisager cette possibilité. Commentez votre opinion. Antoine passa cette nuit sans dormir. Il resta dans le bureau jusqu'au lever du soleil, entouré de vieux papiers, de documents de famille qu'il n'avait jamais pris la peine de lire. Les de Valois étaient une vieille famille, de riches industriels qui avaient fait fortune au début du XIXe siècle et avaient conservé cette fortune à travers les générations. Antoine le savait. Ce qu'il ne savait pas, c'étaient les détails. Des détails qui maintenant semblaient terriblement importants. Il trouva le registre vers 4 heures du matin. Un document jauni, presque désintégré sur les bords. Un registre des décès de 1820. 3 noms, 3 dates de décès, toutes dans le même mois. Antoine de Valois, 38 ans, fièvre jaune. Sophie de Valois, 29 ans, fièvre jaune. Iris de Valois, 5 ans, fièvre jaune. Antoine laissa tomber le document comme s'il était en flammes. Ses mains tremblaient tellement qu'il parvenait à peine à le tenir. Les noms étaient les mêmes, les âges étaient les mêmes. La cause du décès était exactement ce qu'Iris avait décrit. Coïncidence. Son esprit rationnel tenta d'argumenter. Il faut que ce soit une coïncidence. Les de Valois sont une grande famille. Il doit y avoir eu plusieurs Antoine au fil des siècles. Mais il savait que ce n'était pas une coïncidence. Il le savait, avec une certitude qui transcendait la logique. Ce document ne parlait pas d'autre de Valois. Il parlait de lui, de Sophie, de Luna, dans une autre vie, dans un autre temps, mais les mêmes. Il continua ses recherches et trouva davantage. Une photographie ancienne. Non, pas une photographie, un daguerréotype, une des premières formes de capture d'image. Et dessus, flou à cause du temps, mais encore reconnaissable, il y avait une famille, un homme, une femme, une petite fille. Les visages étaient impossibles à identifier avec certitude. L'image était trop vieille, trop usée. Mais la position des figures était exactement la même que sur le dessin de Luna. L'homme grand au centre, la femme à côté, la petite fille devant, tenant la main des deux, et derrière eux, presque invisible mais toujours là, une maison, des murs blancs, des fenêtres bleues. Antoine ferma les yeux, sentit des larmes couler à nouveau. Combien de fois avait-il pleuré ces dernières 24 heures, plus que pendant toute sa vie adulte combinée? Mais ces larmes étaient différentes. Elles n'étaient pas de douleur, elles étaient de soulagement, de reconnaissance, de comprendre enfin quelque chose qu'il avait porté toute sa vie sans savoir ce que c'était. Le vide qu'il ressentait, la sensation que quelque chose manquait, l'incapacité de se connecter avec d'autres personnes, de former des relations durables, de trouver quelqu'un qui comblerait le trou dans sa poitrine. Ce n'était pas un défaut, ce n'était pas de la froideur. C'était du mal du pays pour des personnes dont il ne se souvenait pas consciemment, du mal du pays pour une famille qu'il avait perdue il y a 200 ans. Monsieur de Valois, la voix de Sophie le tira de ses pensées. Elle était à la porte du bureau, encore en pyjama, avec Luna endormie dans ses bras. Elle ne voulait pas dormir dans la chambre d'hôte, expliqua Sophie. Elle a dit qu'elle avait besoin de rester près de nous, qu'elle avait peur de nous perdre à nouveau. Antoine lui fit signe d'entrer. Quand Sophie vit les documents éparpillés sur la table, son visage pâlit. « Qu'est-ce que tout ça ?»« Des preuves, » dit Antoine. « Des preuves que Luna dit la vérité. » Il montra le registre des décès, montra le daguerréotype, montra tout ce qu'il avait trouvé. Sophie écouta en silence. Luna continuait de dormir dans ses bras, le petit visage serein, comme si elle pouvait enfin se reposer après un long voyage. Quand Antoine eut terminé, Sophie pleurait. Des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage sans s'arrêter. « Moi aussi j'ai des rêves, » confessa-t-elle, « depuis l'enfance. Des rêves avec une maison comme celle-ci, avec un homme qui m'aimait, avec une fille que j'ai perdue. J'ai toujours cru que c'était des fantasmes.
des désirs d'un esprit solitaire. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait être des souvenirs. Antoine se leva, s'approcha d'elle. Pendant un moment, les deux restèrent immobiles, se regardant l'un l'autre, avec Luna entre eux. « Je ne sais pas quoi faire avec ça, » admit Antoine. « Je ne sais pas comment traiter ça. Je ne sais pas si je deviens fou ou si je deviens enfin sain d'esprit. »« Tu n'es pas fou, » dit Sophie, « parce que si tu l'es, je le suis aussi. Et Luna aussi. Et une folie partagée par 3 personnes n'est pas de la folie. C'est la vérité. » Luna bougea dans les bras de Sophie, ouvrit les yeux, les regarda tous les deux avec ce regard qui semblait contenir des siècles. « Vous vous disputez ? » ?»« Non, mon amour, » répondit Sophie automatiquement, et s'arrêta. Elle avait appelé Luna « mon amour », naturellement, comme si elle l'avait toujours fait. « Vous êtes en train de découvrir, » dit Luna. « C'est difficile au début. Je sais, je me souviens comme ça a été difficile pour moi aussi, de me réveiller dans ce petit corps en me souvenant de tout, en me souvenant de vous, et de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir expliquer, devoir attendre jusqu'à ce que je vous retrouve. »« Pourquoi tu ne parlais pas ?» demanda Antoine, avant de nous rencontrer. « Pourquoi es-tu restée silencieuse si longtemps ?»« Parce que ça ne servait à rien de parler, » répondit Luna simplement. Personne n'aurait compris, et j'attendais. J'attendais les bonnes personnes, les seules personnes qui allaient croire. Antoine sentit son cœur se serrer. « Tu es resté seul tout ce temps, 5 ans à te souvenir d'une autre vie, sans pouvoir en parler à personne. Ce n'était pas si terrible, » dit Luna. « Je savais que vous alliez apparaître. J'ai promis que j'allais attendre. Et vous avez promis que vous alliez me trouver. On tient toujours nos promesses, dans toutes les vies. » Sophie la serra plus fort contre elle, et Antoine, sans réfléchir, les enveloppa toutes les deux dans ses bras. Les 3 restèrent là, ensemble, dans le bureau rempli de documents anciens, réunis après 200 ans. Une famille que la mort avait séparée, enfin réunie à nouveau. Si cette histoire vous a déjà ému, attendez, car la découverte la plus impactante reste à venir. Dans les jours suivants, Antoine engagea un historien, quelqu'un qui pourrait enquêter plus en profondeur sur l'histoire de la famille de Valois au XIXe siècle. L'historien était sceptique au début, la plupart des gens le seraient. Mais quand Antoine montra les documents qu'il avait trouvés et expliqua ce dont il avait besoin, il accepta le travail. 2 semaines plus tard, l'historien revint avec un rapport complet. « C'est extraordinaire, » dit-il. « Votre famille a des registres incroyablement bien conservés. J'ai trouvé des journaux, des lettres, même un inventaire de la maison originale. » Antoine prit le rapport avec des mains tremblantes. Et sur Antoine de Valois de 1820, l'historien acquiesça. Commerçant prospère, marié à Sophie Rojas en 1813. Ils ont eu une fille, Luna, en 1815. La famille vivait dans une maison dans le centre historique de la ville. Une épidémie de fièvre jaune a frappé la région en 1820. Luna a été l'une des premières victimes. Les parents sont morts quelques jours plus tard, probablement infectés en la soignant. Antoine ferma les yeux. Chaque mot confirmait ce que Luna avait raconté. Et la maison originale existe-t-elle encore? L'historien sourit. C'est la partie la plus intéressante. Oui, la maison existe toujours. Elle a été préservée comme patrimoine historique. Elle se trouve dans le vieux centre de la ville. En fait, c'est un petit musée maintenant, ouvert au public. Antoine regarda Sophie. Elle était pâle. « Nous devons y aller, » dit-il. « Je sais, » répondit-elle. « Je sais. » La visite au musée eut lieu le lendemain. Antoine. Sophie et Luna marchèrent dans les rues du centre historique jusqu'à trouver l'adresse. Et quand ils la trouvèrent, Luna s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses mains commencèrent à trembler. Et des larmes commencèrent à couler sur son petit visage. « C'est ici, » murmura-t-elle. « C'est notre maison. » La maison était exactement comme elle l'avait décrite, comme elle l'avait dessinée. Des murs blancs, maintenant un peu délavés par le temps. Des fenêtres en bois bleu, certaines ayant besoin de réparation. Et au fond, visible par le portail en fer, les orangers du jardin, Luna lâcha la main de Sophie et marcha jusqu'au portail.
toucha les barres de fer comme si elle touchait quelque chose de sacré. « La fontaine est toujours là, » dit-elle en pointant le patio, où les pigeons venaient. Et la porte. La porte de ma chambre était celle, là-haut, à droite, avec la petite fenêtre. Antoine vérifia l'information dans le rapport de l'historien. La chambre de Sophie était bien au 2e étage, à droite, avec une petite fenêtre. L'enfant ne pouvait pas savoir ça. Il n'y avait aucun moyen, à moins qu'elle ne se souvienne vraiment. Le musée était ouvert. Antoine paya l'entrée pour les 3, et ils entrèrent. L'intérieur avait été restauré pour ressembler à ce qu'il était au 19e siècle. Des meubles d'époque, des objets domestiques, des tableaux au mur. Sophie marchait comme dans un rêve, ou dans un souvenir. Elle touchait chaque objet avec révérence, avec reconnaissance. « Ça, c'était le fauteuil du papa », dit-elle en montrant un fauteuil près de la cheminée. Il s'asseyait ici après le dîner et me racontait des histoires. Antoine sentit un nœud dans sa gorge. Lui aussi avait rêvé de ce fauteuil, rêvé qu'il s'asseyait dedans, avec une petite fille sur les genoux, racontant des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et ça, c'était le piano de maman. Sophie continua. En montrant un piano ancien dans un coin de la salle, elle jouait tous les soirs et chantait des chansons pour m'endormir. Monsieur Valois fit un son étranglé. Elle aussi avait rêvé de ce piano, rêvé qu'elle jouait pendant qu'une petite fille s'endormait. Les 3 continuèrent à travers le musée, Sophie montrant, identifiant, se souvenant. Chaque pièce apportait plus de souvenirs. Chaque objet confirmait davantage l'histoire impossible. Et puis ils arrivèrent au 2e étage, à la chambre qui avait été celle de Sophie. La pièce était petite. Il y avait un lit simple à baldaquin, une petite table avec une poupée de porcelaine, et au mur, un tableau, un portrait de famille. Sophie s'arrêta devant le tableau, et cette fois, elle ne pleura pas. Cette fois, elle sourit. Le sourire le plus lumineux qu'Antoine ait jamais vu. « C'est nous, » dit-elle. « Regarde, papa. Regarde, maman. C'est nous. » Antoine regarda le portrait et sentit le monde s'arrêter. L'homme sur le tableau, c'était lui, pas ressemblant. C'était lui. Les mêmes yeux, la même forme de visage, la même expression. Comme s'il regardait un miroir qui traversait 2 siècles. Et la femme à côté, c'était Monsieur Valois, également identique, également impossible à nier. Et la petite fille entre eux, c'était Sophie. La même Sophie qui maintenant était debout dans la chambre, montrant le portrait, souriant comme si c'était la meilleure surprise du monde. Je l'avais dit, Sophie parla. J'avais promis que j'allais me souvenir. J'avais promis que j'allais vous retrouver. Et j'ai tenu ma promesse. Antoine tomba à genoux devant le portrait. Monsieur Valois était à côté de lui, pleurant silencieusement. Et Sophie, la fille qu'ils avaient perdue il y a 200 ans, posa ses petites mains sur les épaules des 2. « Tout va bien maintenant, » dit-elle. « On est ensemble de nouveau. Et cette fois, personne ne nous séparera. La révélation qui suit va tout changer. Si vous ne pleurez pas encore, vous allez pleurer. La visite au musée a tout changé. Pas seulement pour Antoine et Monsieur Valois, mais surtout pour Sophie. Après avoir vu le portrait, après avoir marché dans les pièces de la maison où elle avait vécu dans une autre vie, quelque chose en elle s'est calmé, comme si une vieille blessure avait finalement commencé à cicatriser. Elle commença à sourire davantage, à jouer comme une enfant normale de 5 ans, à demander de la glace et à dessiner des papillons et à courir dans le jardin du manoir de Valois. Mais la nuit, avant de dormir, elle racontait encore des histoires de 1820, des histoires qu'aucun enfant ne devrait connaître. « Raconte-moi le jour où je suis né », demanda-t-elle à Monsieur Valois lors d'une nuit de pluie. Monsieur Valois hésita. « Je ne sais pas. Mon amour, je ne me souviens pas. Tu te souviens ?» Sophie insista. « Là, au fond. Tu ne sais juste pas que tu te souviens. Ferme les yeux et laisse venir. » Monsieur Valois ferma les yeux. Sentit la petite main de Sophie serrer la sienne. Et soudain, comme un film qui se déroule, elle vit un lit avec des draps blancs, de la douleur, beaucoup de douleur.
Et puis, un pleur. Le premier pleur d'un bébé. Et dans ses bras, une petite fille, parfaite, avec des yeux bruns qui la regardaient comme si elle la connaissait déjà. Pleine lune, Monsieur Valois murmura sans ouvrir les yeux. Il y avait une pleine lune cette nuit-là, énorme, argentée. Elle entrait par la fenêtre et t'illuminait. C'est pour ça qu'on a choisi le nom Sophie. Sophie sourit. Tu t'es souvenu. Monsieur Valois ouvrit les yeux. Elle pleurait. Je me suis souvenu, cette nuit-là, après que Sophie se soit endormie. Monsieur Valois alla au bureau d'Antoine. Il était là, comme toujours, entouré de documents, essayant de trouver plus de pièces du puzzle. « Je me souviens », dit-elle. Antoine leva la tête. « Tu te souviens de quoi? De tout. De nous, de Sophie, de la maison, de la vie qu'on a eue. Elle m'a aidé à me souvenir. Et maintenant, je n'arrive pas à m'arrêter. Les souvenirs continuent de venir, un après l'autre, comme si une porte avait été ouverte. » Antoine se leva, marcha vers elle. « Je me souviens aussi, » confessa-t-il, « de plus en plus. Ça, les rêves sont plus vivants, et quand je suis réveillé, parfois je vois des choses, des flashs. Toi qui me souris d'une manière que je ne devrais pas connaître. Sophie qui court dans le jardin avec une robe jaune. Nous trois ensemble, heureux, avant que tout ne tourne mal. » Monsieur Valois le regarda, et pour la première fois, ne vit pas son patron, ne vit pas le millionnaire froid et distant qui parlait à peine aux employés, vit Antoine, son Antoine, l'homme qu'elle avait aimé dans une autre vie, l'homme avec qui elle avait construit une famille, l'homme qui avait tenu sa main pendant qu'il mourait. « On est morts ensemble, » dit-elle. « Je me souviens maintenant. D'abord Sophie, et puis, quelques jours après, toi, et je n'ai pas voulu rester sans vous. Alors j'ai laissé partir aussi. » Antoine ferma les yeux. Une unique larme coula sur son visage. « J'ai tenu ta main jusqu'à la fin. Dis que j'allais te retrouver de nouveau, que peu importe combien de temps ça prendrait, que j'allais chercher jusqu'à te trouver. Et tu m'as trouvé, » Monsieur Valois murmura. « Non. » Antoine ouvrit les yeux, la regarda avec une intensité qui la fit trembler. « Sophie qui nous a trouvés. Elle a tenu sa promesse en premier. Elle s'est souvenue quand on a oublié. Elle a attendu quand on s'est perdu. Notre fille nous a sauvés, dans deux vies différentes. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Antoine tendit la main. Monsieur Valois la prit. « On arrête de faire semblant. On arrête d'être patron et employé. On arrête d'être deux étrangers qui se sont croisés par hasard. Et on commence à être ce qu'on a toujours été. C'est quoi? Une famille. » Dans les jours suivants, la dynamique au manoir changea complètement. Monsieur Valois n'était plus la gouvernante. Elle était Monsieur Valois, dormait dans la chambre à côté de celle d'Antoine, prenait le petit déjeuner avec lui et Sophie, marchait main dans la main avec lui dans le jardin pendant que Sophie courait devant. Personne ne questionna. Personne ne trouva ça étrange. C'était comme si l'univers avait décidé que cette configuration était la correcte, la naturelle, celle qui aurait toujours dû être. Et Sophie s'épanouit. La petite fille qui ne parlait pas maintenant bavardait sans arrêt, racontait des blagues, posait des questions, inventait des jeux. C'était comme si elle avait finalement la permission d'être une enfant. Comme si le poids de deux vies de souvenirs avait été soulevé de ses petites épaules. Mais il y avait un moment de la journée qu'elle traitait encore avec une révérence particulière. Le moment du coucher. Chaque soir, elle demandait la même chose. « Maman, joue la chanson que tu jouais pour que je m'endorme. » La première fois que Chloé a demandé cela, Sophie a paniqué. Elle ne savait pas jouer du piano. Elle n'avait jamais appris dans cette vie. Mais Chloé a insisté. « Tu sais, tu as juste oublié. Va au piano. Assieds-toi et laisse tes doigts se souvenir. » Antoine avait fait restaurer un vieux piano qui se trouvait dans le grenier du manoir de Valois. Il était identique à celui qu'elles avaient vu au musée. Identique à celui que la Sophie originale avait joué. Sophie s'est assise devant lui. Elle a regardé les touches. Elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire. Et alors Chloé s'est assise à côté d'elle. Elle a posé sa petite tête sur l'épaule de Sophie et a commencé à fredonner une mélodie.
C'était une chanson de Nina, Antigo, en ancien français. Une chanson que Sophie n'avait jamais entendue dans cette vie, mais ses doigts, Huck, connaissaient. Ils ont commencé à se mouvoir seuls, trouvant les touches justes, touchant des accords qu'elle ne savait pas qu'elle connaissait, accompagnant la mélodie que Chloé fredonnait. Et quand la musique s'est terminée, Sophie pleurait, parce qu'elle s'était souvenue, non seulement de la chanson, mais de toutes les nuits où elle l'avait jouée, de toutes les fois où Chloé s'était endormie en écoutant ses notes, de tout l'amour qu'elle avait mis dans chaque accord. C'était réel. Elle a murmuré. Tout cela était réel. Nous étions réels. Nous sommes réels. Chloé a corrigé. Nous le sommes toujours. Nous avons juste changé de corps. Mais l'amour n'a pas changé. L'amour ne change jamais. Antoine était à la porte, regardant la scène. Et quand Sophie l'a regardé, elle a vu qu'il pleurait aussi. 3 personnes, une famille, séparée par la mort pendant 200 ans, réunie par l'amour qui a refusé de mourir. Si cette histoire ne vous a pas encore fait pleurer, vous avez un cœur de pierre. Restez jusqu'à la fin, parce que ce qui vient maintenant est le moment que vous attendiez. Sophie a découvert la marque de naissance de Chloé par accident. Elle donnait le bain à la fillette quand elle l'a vue, sur le cou, juste sous l'oreille droite. Une tache foncée de forme irrégulière. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé. Chloé a touché la marque avec naturel. C'est là où la fièvre m'a marqué. Avant que je meure, la fièvre montait et montait, et ma peau était si chaude que ça a laissé une marque. Tu pleurais quand tu la voyais. Tu disais que c'était de ta faute de ne pas avoir réussi à me guérir. Sophie a senti l'air quitter ses poumons. Ce n'était pas ta faute, a continué Chloé. Il n'y avait pas de remède à cette époque. Beaucoup de gens sont morts. Nous 3 sommes morts, mais ce n'était la faute de personne. Sophie a serré la fillette dans ses bras, là, dans la salle de bain, avec de l'eau et de la mousse partout. Je suis désolée, elle a murmuré. Je suis tellement désolée de ne pas avoir réussi à te sauver. Tu m'as sauvée maintenant, a répondu Chloé. Tu m'as trouvée devant l'église Saint-Michel. Tu m'as ramenée à la maison. Tu m'as rendu mes parents. C'est ça, sauver. Maman, c'est ça qui compte. Cette nuit-là, Antoine et Sophie ont conversé pendant des heures, sur le passé, sur le présent, sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire ? A demandé Sophie, avec Chloé. Légalement, je ne suis rien pour elle. Tu n'es rien pour elle. Elle est encore une enfant abandonnée sous tutelle temporaire. Antoine lui a pris la main. Nous allons l'adopter. Officiellement. Légalement. Nous allons lui donner le nom qui a toujours été le sien. Chloé de Valois. Et quant à nous ? Antoine s'est penché, a embrassé le front de Sophie. Quant à nous, je veux faire la même chose que j'ai faite en 1813. Je veux t'épouser. Je veux passer le reste de cette vie à tes côtés. Et je veux que, quand nous mourrons de nouveau, ce soit ensemble. Et que l'on se retrouve de nouveau dans la prochaine vie. Et dans la suivante. Et dans toutes celles qui viendront après. Sophie a souri à travers ses larmes. C'est une proposition. C'est une promesse. La même promesse que j'ai faite il y a 200 ans. Mais cette fois, je vais la tenir. Pendant que nous sommes encore vivants. Et quant à Chloé, qu'est-ce qu'elle va dire ? Antoine a ri, connaissant notre fille. Elle le sait probablement déjà. Elle a probablement déjà tout planifié. Elle est probablement là-haut dans sa chambre à attendre qu'on le lui dise juste pour dire qu'elle le savait déjà. Ils sont allés dans la chambre de Chloé. La fillette était éveillée, assise sur son lit, avec un sourire énorme sur le visage. « Vous allez vous marier ?» a-t-elle dit avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. Antoine et Sophie se sont regardés. « Comment le sais-tu » Chloé a haussé les épaules. « Parce que vous vous êtes déjà mariés avant. Et cette fois, ce sera encore plus beau, parce que je vais pouvoir aller à la fête. L'autre fois, j'étais trop petite. Je ne me souviens pas. Mais cette fois, je vais me souvenir pour toujours. » Elle a sauté du lit et les a pris dans ses bras. « Merci de m'avoir retrouvée. Merci de vous souvenir. Merci d'être mes parents. » Dans toutes les vies, Antoine a soulevé Chloé dans ses bras.
Sophie s'est jointe à l'étreinte, et tous les trois sont restés là, dans la chambre illuminée par la lumière de la lune qui entrait par la fenêtre, une pleine lune, comme la nuit où Chloé était née pour la première fois, comme la nuit où la famille de Valois a finalement recommencé à exister. Le processus d'adoption a été plus compliqué qu'Antoine ne l'avait prévu, pas pour des questions légales. Il avait de l'argent, de l'influence, et les meilleurs avocats. Le problème était autre. Personne n'avait retrouvé les parents biologiques de Chloé. La police a enquêté pendant des semaines. Le billet dans sa main n'avait pas d'empreintes digitales utiles. Les caméras de sécurité de l'église étaient cassées. Et Chloé, ça évidemment, n'arrivait pas à donner d'informations sur qui l'avait abandonnée. « Je ne sais pas qui m'a laissé là », a-t-elle dit quand on lui a demandé. « Je sais juste que je me suis réveillée à cet endroit et que je devais attendre. » « Attendre quoi ?» a demandé l'assistante sociale. « Mes vrais parents. » L'assistante sociale a froncé les sourcils. « Vous voulez dire vos parents biologiques ?» Chloé a secoué la tête. « Non. Mes vrais parents. Ceux qui m'aiment vraiment. Ceux qui m'aiment depuis longtemps. » L'assistante sociale a regardé Antoine et Sophie avec une expression confuse. Ils ont simplement haussé les épaules. Comment expliquer quelque chose qu'eux-mêmes ne comprenaient pas complètement? Au final, après 3 mois de paperasse, le juge a approuvé l'adoption. Chloé de Valois, officiellement fille d'Antoine de Valois et Sophie Dubois, quand le marteau a frappé confirmant la décision. Chloé a fait quelque chose d'inattendu. Elle s'est tournée vers le juge et a dit « Merci, vous ne savez pas, mais vous venez de réparer quelque chose qui a mal tourné il y a longtemps. » Le juge a semblé confus, mais Antoine et Sophie ont compris. La famille que la mort avait séparée en 1820 était finalement légalement réunie. Le mariage a été fixé 3 mois plus tard. Antoine voulait faire une cérémonie simple, intime. Sophie était d'accord. Chloé, cependant, avait d'autres idées. « Ça doit être à la maison », a-t-elle insisté. « Dans notre vraie maison, celle du manoir. » Antoine pensait que ce serait impossible. Les musées, voyez-vous. Ils ne prêtent pas leurs espaces pour des mariages, c'est rare. Mais quand Antoine a expliqué la situation au directeur, quand il a montré les documents, les portraits, les preuves qu'il était un descendant direct de la famille qui avait vécu dans ce manoir, le directeur a été fasciné. 1 semaine plus tard, Antoine a reçu l'autorisation. Le mariage se déroulerait dans le jardin du manoir de Valois. Dans ce même jardin où le premier Antoine et la première Sophie s'étaient mariés en 1813, 212 ans plus tard. Au même endroit, les mêmes noms, le même amour. Le jour du mariage s'est levé ensoleillé. Sophie portait une robe simple, blanche, sans beaucoup d'ornements. Antoine portait un costume sombre, et Léa, la demoiselle d'honneur, portait une robe jaune. Elle avait insisté. Comme la robe que j'avais avant, la robe à fleurs. Personne n'a questionné. Personne n'avait besoin de questionner. La cérémonie a été courte. Les vœux ont été simples. Mais quand le célébrant a demandé si Antoine acceptait Sophie comme épouse, il a dit quelque chose qui n'était pas dans le scénario. « J'accepte. Comme j'ai accepté en 1813. Comme j'accepterai dans toutes les vies qui viendront. Tu es ma femme. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. » Et quand Sophie a répondu, ces mots ont fait écho aux siens. « J'accepte. Comme j'ai accepté quand nous étions jeunes dans une autre vie. Comme j'accepterai jusqu'à la fin des temps. Tu es mon mari, mon âme sœur, mon foyer. » Léa assistait à tout cela avec des larmes dans les yeux. Mais c'était des larmes de bonheur, de soulagement, d'une promesse finalement accomplie. Quand le célébrant les a déclarés mari et femme, Léa a couru vers eux et s'est jetée dans leurs bras. « Maintenant, nous sommes une famille de vrais, dit-elle, de nouveau là, pour toujours. » Les invités ont applaudi. La plupart ne comprenaient pas le sens complet de ces mots. Mais Antoine, Sophie et Léa savaient. Ils savaient que ce moment était la conclusion de quelque chose qui avait commencé il y a plus de 2 siècles. Une histoire d'amour que la mort n'a pas réussi à détruire. La réception a eu lieu dans le jardin du manoir de Valois, le même manoir où tout avait commencé, où Sophie était gouvernante,
où Léa était apparue et avait tout changé. Antoine avait fait accrocher le portrait de 1820 sur le mur principal du salon. Le premier Antoine, la première Sophie, la première Léa, regardant tous les invités, témoignant de la rencontre qu'ils avaient attendue si longtemps. Certains invités ont trouvé cela étrange. D'autres ont trouvé cela émouvant. Mais tous ont ressenti quelque chose en regardant le tableau. Une sensation qu'ils étaient en train d'assister à quelque chose de plus grand qu'un simple mariage. Et peut-être l'était-il. Léa a passé toute la fête à courir entre les invités, à manger du gâteau, à danser avec qui voulait danser. C'était une enfant, finalement une enfant de vrai, sans le poids de mémoire d'une autre vie, sans la responsabilité de trouver des parents perdus, sans la solitude de savoir quelque chose que personne d'autre ne savait. Elle se souvenait encore. Elle savait encore qui elle avait été. Mais maintenant, cela n'était qu'une partie d'elle, pas le tout, pas la raison d'exister. Maintenant, elle pouvait simplement être Léa, la fille d'Antoine et Sophie. La fille qui aimait les robes jaunes et la glace au chocolat et les histoires avant de dormir. La fille qui était enfin à la maison. « Tu te souviens encore de tout ?» demanda Sophie à Léa ce soir-là, après que les invités étaient partis. De 1820. De comment c'était. Léa réfléchit un instant. « Je me souviens, mais cela devient de plus en plus distant, comme un rêve que tu as fait il y a longtemps. Tu sais que c'est arrivé, mais tu ne sens plus comme si c'était réel. Je pense que c'est comme ça que ça doit être. On se souvient suffisamment pour trouver qui on a besoin de trouver. Et après, on peut oublier un peu. Pour vivre cette vie ici avec vous. » Sophie embrassa sa fille. « Tu n'as plus besoin de porter ce poids seule. »« Je sais, » répondit Léa. « Maintenant, je vous ai vous pour porter avec moi. » Les années ont passé, comme elles passent toujours. Trop vite pour ceux qui sont heureux, trop lentement pour ceux qui attendent. Léa a grandi. Elle est devenue une adolescente, puis une jeune adulte. Les mémoires de 1820 sont devenues de plus en plus distantes, comme elle l'avait prévu. Jusqu'à ce qu'un jour, quand elle avait une vingtaine d'années, elle réalisa qu'elle arrivait à peine à se souvenir, et elle ne ressentit pas de tristesse pour cela. Elle ressentit du soulagement. La promesse avait été accomplie, les parents avaient été trouvés, la famille avait été réunie. Elle n'avait plus besoin de porter ses mémoires. Elle pouvait simplement vivre. Elle a obtenu un diplôme en psychologie. Elle s'est spécialisée en thérapie infantile. Elle travaillait principalement avec des enfants abandonnés. Des enfants qui avaient été laissés sur les portes des églises, dans les hôpitaux, dans les commissariats. Des enfants comme elle avaient été. « Tu as un don », dit une collègue une fois. « Les enfants te font confiance d'une manière dont ils ne font confiance à personne d'autre, comme s'ils savaient que tu comprends. » Léa sourit simplement. Elle comprenait. Elle comprenait ce que c'était d'attendre, ce que c'était de chercher, ce que c'était de finalement trouver. Et elle a dédié sa vie à aider d'autres enfants à trouver leur foyer, leur vrai foyer, que ce soit avec des parents biologiques ou des parents adoptifs, des parents de cette vie ou des parents d'autres vies. L'important était de trouver. L'important était d'appartenir. À 30 ans, Léa s'est mariée. Le fiancé était un professeur d'histoire qu'elle avait rencontré lors d'une conférence sur le patrimoine culturel. Il s'appelait Mathieu. Et dès le premier instant où ils se sont vus, tous les deux ont ressenti cette connexion familière. Ce n'était pas la même connexion que Léa avait ressentie avec Antoine et Sophie. C'était différent, nouveau. Cela appartenait à cette vie, pas à d'autres. Mais c'était également réel, également puissant. « Tu penses qu'on s'est déjà rencontrés avant ?» demanda Mathieu la nuit de la demande en mariage. Léa sourit. « Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que tu es mon cadeau. Mes parents étaient à mon passé. Tu es mon avenir. Et nos enfants ?» Léa réfléchit un instant. « Nos enfants seront les nôtres, complètement les nôtres, de cette vie, de ce temps. Et nous allons les aimer tellement que, si un jour nous nous séparons, nous allons nous retrouver de nouveau. Et de nouveau, jusqu'à la fin des temps. » Mathieu l'embrassa. « Ça me semble une bonne promesse. » C'en était une. Et Léa avait l'intention de la tenir.
Le mariage de Léa a eu lieu au manoir de Valois, le même endroit où Antoine et Sophie s'étaient mariés des années auparavant, le même endroit où les premiers Antoine et Sophie s'étaient mariés en 1813. Antoine, déjà avec les cheveux blancs, conduisit sa fille jusqu'à l'autel. Sophie pleura toute la cérémonie. Et quand le célébrant déclara Léa et Mathieu mari et femme, quelque chose de magique se produisit. Une brise douce traversa le jardin. Les feuilles des orangers bruissèrent, et pendant un bref moment, tous les présents ressentirent une présence, comme si quelqu'un d'invisible était en train d'assister, d'approuver, de bénir. Sophie leva les yeux vers le ciel et sourit. Elle savait qui ils étaient. Les premiers Antoine et Sophie. La première Sophie. Observant depuis l'autre côté, heureux de voir la famille continuer. 2 ans plus tard, Sophie eut son premier enfant. Un garçon. Elle l'appela Antoine en hommage à son père, et quand le bébé naquit, il se passa quelque chose que Sophie n'oublia jamais. Antoine, le grand-père, serra le petit-fils dans ses bras pour la première fois. Il regarda le bébé dans les yeux et dit « Bonjour, petit. J'ai la sensation que nous nous connaissons déjà. » Le bébé regarda en retour et sourit. Un sourire qui semblait trop vieux pour un nouveau-né. Sophie sentit un frisson. Est-ce que l'histoire se répétait? Est-ce que le cycle continuait? Elle ne saurait jamais avec certitude. Mais une chose était certaine. L'amour de la famille de Valois transcendait les générations, transcendait les vies, transcendait la mort elle-même, et continuerait à transcender. Pour toujours. Antoine et Sophie vieillirent ensemble, dans le même manoir de Valois où ils s'étaient rencontrés. Dans le même manoir où Sophie était apparue et avait tout changé. Ils ne racontèrent jamais l'histoire complète à personne, en dehors de la famille. Non pas parce qu'ils avaient honte, mais parce qu'ils savaient que la plupart des gens ne comprendraient pas, n'y croiraient pas, mais entre eux. L'histoire était contée et recontée, aux anniversaires de mariage, aux Noëls en famille, dans les moments silencieux, quand ils regardèrent le coucher du soleil ensemble. « Tu te souviens ?» demandait Antoine. « Je me souviens », répondait Sophie. Et c'était suffisant. Quand Antoine eut 80 ans, sa santé commença à décliner. Le cœur qui avait battu pour 2 vies était fatigué. Les médecins firent ce qu'ils purent. Mais certaines choses sont au-delà de la médecine. Sophie resta à ses côtés jusqu'à la fin, tenant sa main. Comme il avait tenu sa main en 1820, « Je vais te retrouver », murmura Antoine dans ses derniers moments. « Je sais », répondit Sophie. « Tu me trouves toujours. Et la prochaine fois ?» Il sourit faiblement. « Peut-être que je me souviendrai dès le début. Peut-être que je n'aurai pas besoin d'une fille de 5 ans pour me montrer l'évidence. » Sophie rit à travers ses larmes. « Te connaissant, tu auras besoin. » Antoine ferma les yeux. Et quand il les rouvrit, pendant un bref instant, Sophie vit quelque chose en eux, une jeunesse qui n'appartenait pas à ce temps, une joie qui transcendait la douleur. « Je t'aime », dit-il. Dans toutes les vies, ce furent ses dernières paroles. Sophie ne le suivit pas immédiatement cette fois. Elle resta 15 années de plus, vit Sophie se marier, vit les petits-enfants naître, vit la famille de Valois grandir et prospérer. Et quand son heure arriva, finalement, elle était prête. Sophie était à ses côtés, tenant sa main, comme Sophie avait tenu la main de Sophie en 1820. « Il attend, » dit Sophie. « Je peux le sentir. Papa attend pour toi. » Sophie sourit. « Tu sens encore ces choses ?»« Parfois, » admit Sophie, « quand c'est important. Et ça, c'est important. » Sophie ferma les yeux. Et la dernière chose qu'elle vit avant de partir fut une image, une vision, une promesse. Antoine, jeune à nouveau, souriant pour elle, avec une petite fille aux yeux bruns dans les bras. « Tu as mis du temps, » dit-il dans la vision. « Je sais, » répondit-elle, « mais je suis là maintenant. » Et ensemble, les 3 marchèrent en direction de la lumière, la même famille, le même amour, prêt à recommencer, dans une autre vie, dans un autre temps, mais toujours ensemble.
Sophie de Valois vécut jusqu'à 93 ans, eut des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Raconte l'histoire de la famille à chacun d'eux. Son fils aîné, Antoine, le petit-fils qui avait souri de façon si particulière quand il était bébé, grandit pour devenir un écrivain. Il écrivit des romans sur l'amour et la perte, sur les connexions qui transcendaient le temps, sur les familles séparées qui se retrouvaient. Il ne sut jamais expliquer d'où venaient ces histoires. Il disait qu'elles apparaissaient simplement, qu'il avait l'impression de se souvenir de quelque chose, et non d'inventer. Sophie souriait quand il disait ça. Peut-être qu'il se souvenait. Peut-être que les souvenirs sautaient des générations. Peut-être que l'amour qu'elle avait senti pour les premiers Antoine et Sophie avait trouvé un moyen de continuer à exister, à travers les histoires du petit-fils, à travers les souvenirs qu'il ne savait pas qu'il avait. Le dernier livre d'Antoine Petit-Fils fut publié à titre posthume. Il s'appelait « Dans toutes les vies ». Il racontait l'histoire d'une fille qui naissait en se souvenant de ses parents d'une autre vie, qui passait des années en silence, à attendre, qui les retrouvait finalement, et réunissait une famille séparée par la mort. C'était l'histoire de Sophie, racontée par quelqu'un qui n'aurait jamais dû connaître les détails. Mais il savait, d'une certaine manière. Il savait. Le livre devint un succès, des millions d'exemplaires vendus, traduits dans des dizaines de langues, et dans chaque pays où il était publié. Les lecteurs écrivaient en disant qu'ils avaient vécu quelque chose de semblable, qu'eux aussi se souvenaient, qu'eux aussi avaient trouvé. L'histoire de Sophie n'était pas unique, c'était seulement une parmi des milliers, des millions peut-être, des histoires d'amour qui traversèrent les vies, de promesses qui étaient tenues, de familles qui refusèrent de rester séparées, l'histoire de comment elle avait été abandonnée devant la porte d'une église Saint-Michel, de comment elle avait trouvé ses vrais parents, de comment l'amour avait traversé 2 siècles pour réunir une famille. Certains croyaient, d'autres pensaient que c'était juste une belle histoire que grand-mère aimait raconter. Mais Sophie savait la vérité. Et c'était ce qui importait. La nuit où elle mourut, elle rêva. Elle rêva d'une maison aux murs blancs et aux fenêtres bleues, avec un jardin rempli d'orangers, avec une fontaine où les colombes venaient en boire de l'eau, et à la porte de la maison l'attendaitEux, Antoine, jeune et fort, souriant comme il souriait en 1820. Sophie, belle comme toujours, les bras ouverts. « Tu as mis du temps, » dit Antoine. Sophie rit, le même rire que quand elle avait 5 ans. « Je sais, mais j'avais besoin de vivre cette vie jusqu'à la fin. J'avais besoin d'aider d'autres enfants à retrouver leurs parents. J'avais besoin de terminer ce que j'ai commencé. »« Et tu as terminé ?» demanda Sophie. « J'ai terminé, » confirma Sophie. Elle courut vers eux, saute dans les bras de son père, serre sa mère dans ses bras, et les 3 restèrent là, ensemble, à la porte de la maison où ils avaient été heureux, où ils étaient morts ensemble, où ils appartiendraient toujours. Avez-vous déjà ressenti une connexion instantanée avec quelqu'un? Avez-vous déjà regardé dans les yeux d'un enfant et senti que vous le connaissiez de quelque part? Avez-vous déjà eu la sensation que certaines personnes dans votre vie étaient destinées à être là? Peut-être que ce n'est pas une coïncidence. Peut-être que c'est un souvenir. Le souvenir de vie que vous avez vécues avant, de personnes que vous avez aimées avant, de promesses que vous avez faites avant. Soyez attentifs aux connexions de votre vie. Elles peuvent être plus anciennes que vous ne l'imaginez. Et si vous avez des enfants, soyez attentifs à ce qu'ils disent, aux histoires qu'ils racontent, aux personnes qu'ils reconnaissent sans jamais les avoir vues. Les enfants se souviennent, les enfants savent. Les enfants sont le pont entre ce que nous avons été et ce que nous serons. Léa savait. Léa s'est souvenue, Léa a trouvé. Et grâce à elle, une famille, séparée par la mort, depuis 200 ans, peut enfin être réunie. L'amour véritable ne meurt pas. Il attend simplement. Il attend la prochaine vie, la prochaine chance, la prochaine rencontre. Et quand il trouve enfin, il reconnaît, immédiatement, complètement, éternellement. Comme Léa a reconnu Antoine et Sophie,
comme ils l'ont reconnu, comme vous. Peut-être reconnaîtrez quelqu'un un jour. Soyez attentifs. L'amour de votre vie est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez. Si cette vidéo vous a ému, laissez un j'aime. Si elle vous a fait pleurer, commentez « J'ai pleuré ». Si vous croyez, vous aussi, que l'amour traverse les vies, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Et si vous avez déjà vécu une expérience similaire, une connexion inexplicable, une reconnaissance instantanée, un amour qui semblait venir d'un autre temps, racontez-nous cela dans les commentaires. Parce que des histoires comme celle de Léa, d'Antoine et de Sophie existent. Elles se produisent tous les jours, dans toutes les parties du monde. L'amour véritable trouve toujours un chemin, toujours, dans toutes les vies. Il persiste, il résiste, il triomphe,